1 plus 1, 2 plus 2, 4 plus 4. Evolise. Vous allez kiffer la gestion. Donc vous allez nous présenter du coup une des grosses fonctionnalités qui est sortie ce début d'année, l'API Evolise. Donc l'idée c'était de savoir un petit peu ce qu'on peut faire avec cette API et qu'est-ce qu'on peut imaginer. Exactement. Alors bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour cette présentation sur les usages que l'on peut faire des API d'Evolise en l'état actuel des choses. Alors je suis accompagné, comme Anaïs l'a dit, de Julien qui est notre lead développeur et qui aura la lourde tâche de nous présenter l'application technique des usages. Bonjour. On commence tout de suite. Donc, comme Olivier l'a dit, j'ai la lourde tâche de répondre à la simple question « Qu'est-ce qu'une API ?» Et finalement, c'est pas si simple. Si on veut répondre et que tout le monde puisse comprendre, on va d'abord commencer par l'acronyme. L'API, c'est l'acronyme, c'est l'API, c'est l'acronyme de Application Programming Interface. En gros, pour résumer, c'est essentiellement l'interface à travers laquelle votre application va pouvoir discuter avec Evolise. L'application que vous allez créer ou qui a été créée pour vous ou que vous utilisez et qui est faite pour discuter avec Evolise. C'est à travers l'interface que des demandes sont faites à Evolise. Comme vous le voyez sur le slide, en gros, techniquement, l'API, c'est le messager. Ça prend les demandes de votre logiciel, ça les fait passer au système, qui est Evolise, et ça vous retourne tout simplement la réponse. C'est un ensemble de fonctions qui permet de faire discuter plusieurs logiciels entre eux, qui ont été justement programmés pour ça. Si on veut faire une analogie avec le monde réel, on peut imaginer que vous êtes au restaurant, disons que vous avez la carte sous les yeux. La cuisine, elle, représenterait le système. On fait le parallèle, la cuisine, ça serait Evolise. Il manque un chaînon pour que vous puissiez passer votre commande et manger ce que vous avez, votre plat. Ce chaînon manquant, c'est tout simplement le serveur du restaurant, qui peut être considéré dans ce cas précis comme l'API. Puisque qu'est-ce qu'il fait? Il prend votre commande, il l'apporte au système, c'est-à-dire la cuisine, et vous rapporte le résultat, c'est-à-dire votre plat. Voilà pour l'analogie avec le monde réel, savoir un petit peu ce qui se passe techniquement derrière cette API. Je redonne la main à Olivier qui va vous expliquer la philosophie de l'API. Merci Julien pour ces explications. Alors du coup, moi ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est dans quelle philosophie on a développé l'application, l'API, pardon. Donc premièrement, il faut savoir, si tu peux passer au slide suivant. Tu peux passer au slide suivant, Julien. Alors, actuellement, l'API n'est disponible qu'en GET. Alors, qu'est-ce que ça veut dire GET? C'est uniquement pour lire des données. C'est pour faire l'analogie avec ce qui existe dans l'application. L'API, c'est égal à l'export. C'est-à-dire que si vous exportez des données en fichier Excel dans l'application, vous allez récupérer exactement les mêmes données à peu de choses près. On a ajouté quelques données en plus dans la partie API, mais vous allez avoir exactement les mêmes données. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on a gardé tout ce qui est filtre et critères de recherche. C'est-à-dire que si on prend la partie facture, par exemple, vous aurez la partie période qui sera utilisée. Alors qu'il faudra passer, on en met une par défaut si vous n'en passez pas, mais qu'il faudra passer forcément. Donc si vous requêtez toutes les factures de l'année en cours, ça sera pareil. Ensuite, vous allez avoir des filtres sur les clients, des filtres sur les modes de paiement. Voilà. Tout ce que vous trouvez en fait dans les listes de données que vous pouvez ensuite exporter au format Excel, vous retrouvez la même logique dans la partie API. Donc vous pouvez aussi faire des filtres de recherche sur la partie mots-clés dans le champ de recherche. Ensuite, vu que l'API, alors on le verra juste après, et sont en fait des jeux d'accès de données, on appelle des clés API par utilisateur,
Donc, vous, en tant qu'utilisateur, vous allez voir uniquement les données que vous pouvez voir déjà dans l'appli Evolise. Donc, si vous avez un commercial, par exemple, qui ne peut voir que ses devis ou ses factures uniquement et pas celles de toute la société, si avec ses clés API, il requête aussi les devis ou les factures, il ne verra que ces données. Donc, le droit d'accès, c'est pareil. C'est si vous lui donnez accès qu'uniquement aux devis sur l'API, il ne pourra pas requêter les factures. Ça lui dira qu'il n'a pas le droit. Donc, le slide suivant, donc c'est ce qu'il faut savoir avant de se lancer. Donc, bon, déjà, il faut lire la documentation mise à disposition. Donc, actuellement, on expose les données factures, avoirs, à compte, dépenses, clients, contact client, les journaux comptables, les fichiers associés, les pièces, après des données d'indicateurs de chiffre d'affaires d'impayés. Mais on reviendra dessus un peu plus tard. La chose à savoir en priorité, donc là, ça s'adresse un peu plus aux développeurs. Une fois que donc, vous avez récupéré vos clés d'API sur votre fiche utilisateur dans votre compte Evolise, vous devez vous loguer sur ce qu'on appelle un endpoint de login qui s'appelle /login, qui vous redonne un token qui lui-même a une durée d'expiration qui équivaut à ce qu'on a dans Evolise. C'est-à-dire que dans Evolise, si vous ne faites rien pendant 20 minutes, vous êtes automatiquement déconnecté. On a appliqué la même logique, encore une fois, sur la partie API. Donc, quand vous récupérez un token sur le /login, normalement de mémoire, on vous donne la date de fin d'expiration de ce token. Ensuite, pendant 20 minutes, vous pouvez requêter tous les endpoints suivants. Au bout de 20 minutes, vous serez déconnecté. Il faudra vous reconnecter sur ce /login pour récupérer un nouveau token qu'il faudra passer ensuite, ce qu'on appelle dans le bearer, pour ceux à qui ça parle. Ensuite, je voulais insister aussi sur la partie versionning. Donc aujourd'hui, nos URLs peuvent être attaqués avec /v1. Vous pouvez ou pas mettre cette partie-là de versionning dans les URL que vous allez attaquer. Il faut savoir que nous, on va s'atteler à ce que ça soit toujours compatible, même si on fait évoluer l'application sur la partie V1, qu'il n'y ait pas de break sur vos développements. Donc vous pouvez, si vous voulez être rassuré, bloquer sur la partie V1. Si nous, dans le futur, on doit faire des breaks, on appellera ça V2 ou on changera le V1 en tout cas, et le V1 existera toujours jusqu'à une certaine date. Ensuite, un des points aussi essentiels, c'est la partie pagination. Parce que c'est déjà des retours qu'on a eu concernant l'API. Donc, comme on a de l'affichage des listes avec des paginations en bas de page, on a la même logique dans l'API pour éviter qu'il y ait beaucoup trop de données. Si vous requêtez une année entière, par exemple, sur les journaux comptables, ça peut être vraiment très volumineux. Donc, au risque de vous faire cracher, vous ou nous, on a préféré paginer. Donc ensuite, vous suivez des liens qui sont en bas de page, en bas de la représentation JSON de ce qu'on vous renvoie pour suivre les lots. Alors de mémoire, c'est 15 lignes par lot. Donc on vous donne comme sur la partie liste le nombre total et le nombre de pages total, le nombre d'enregistrements et autres. Et ensuite, un petit focus sur la partie format. Donc, c'est du JSON et on utilise le protocole HTTP. Donc, c'est les codes d'erreur HTTP classiques qui sont renseignés aussi dans la documentation. Et pour l'instant, on ne propose pas de lib puisque c'est vraiment sur le protocole standard HTTP. Voilà pour cette partie. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait plutôt que vous expliquer théoriquement comment ça marche, c'est qu'on allait plutôt vous présenter des cas qu'on a déjà eu à intégrer ou qu'on pourrait imaginer, comme on pourrait dire chez nous. Donc, ce qu'on va découvrir maintenant, c'est donc le premier cas là, c'est qui consiste à récupérer des données de gestion quotidiennes. Donc, on pourrait partir du principe que vous avez déjà constitué un tableau de bord chez vous dans votre fichier Excel ou sur une page web, par exemple, qui recoupe pas mal de données de votre activité, peut-être du Google Analytics, des taux de transformation, ce genre de choses. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'avec l'API Evolise, on pourrait ajouter des indicateurs à ce fameux tableau de bord que vous avez déjà constitué, par exemple, avec votre chiffre d'affaires sur une période. On peut dire, par exemple, sur l'année en cours. On pourrait découper ça par trimestre. On pourrait dire sur une période précise. Donc, tout en passant toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des filtres périodes, comme on a déjà dans l'application.
On pourrait aussi avoir les impayés, donc suivre par tranche, comme on a dans Evolis, de 1 à 15 jours d'impayés, de 15 à 30 jours ou plus de 30 jours. Et on peut avoir le nombre d'impayés avec le montant, directement accessible depuis l'API. Et on pourrait aussi, par exemple, avoir le solde bancaire par compte bancaire. C'est aussi des données qu'on expose. Donc, je vais laisser Julien nous montrer techniquement comment ça marche. Alors, je reprends la main. Alors déjà, voilà, on a fait un petit écran pour vous illustrer ce qu'on pourrait avoir. Là, on voit sur le slide que on pourrait avoir sur un dashboard, comme l'a dit expliqué Olivier, le chiffre d'affaires à côté des impayés et du solde bancaire. Bon, après tout ça, c'est à vous de le faire développer, de le mettre en forme, bien entendu. Mais toutes ces données, vous pouvez aller les piocher sur Evolis à travers notre API. Alors, tout ça, bien entendu, c'est sur des périodes. Par exemple, les impayés, ça va être sur des périodes que vous aurez choisies. Je vais vous partager justement mon outil pour requêter. Alors ça, bien entendu, c'est pas l'outil, comment dire, c'est pas ce que vous utiliserez à part pour faire des petits tests. Ça, c'est plutôt le système qui s'en chargera, qui fera ça en sous-main au niveau du code. Là, c'est vraiment pour vous illustrer ce qui est fait. Donc là, vous voyez mon outil qui s'appelle Postman, qui permet de voir et de requêter l'API. Alors tout d'abord, je commence. Alors bon, base URL, c'est parce que ça va sur mon environnement de test. Je requête l'API /login pour avoir le fameux jeton. J'ai rentré ma clé publique que j'ai trouvée sur Evolis, donc c'est une clé au format 5D, 7A, etc. Ma clé secrète, etc. Tout ça va nous permettre de requêter l'API et d'avoir un token en échange. C'est le fameux token qu'a expliqué Olivier, qui nous permet de donner, voilà, c'est un peu lent, qui nous permet de pouvoir poser toutes les questions que l'on souhaite, récupérer tout ce qu'on veut sur l'API. Donc, comme on a vu tout à l'heure, on souhaite déjà récupérer le chiffre d'affaires. Pour ça, on va utiliser le endpoint des rapports sur le chiffre d'affaires. Donc là, vous voyez, j'ai mis le endpoint, c'est-à-dire l'URL complète. Donc en gros, la base URL, c'est evolis.io, /API, /v1 parce que c'est la version 1 du endpoint, la compagnie, alors mon numéro de compagnie, 27799, les rapports et turnover, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. J'ai donné un critère pour affiner mes retours. Je veux seulement les retours sur 6 mois, ma période de 6 mois. Donc mon chiffre d'affaires sur 6 mois, je l'ai déjà appelé tout à l'heure. Donc lorsque vous passez la requête, vous avez le rapport qui est rendu avec la stamp date, c'est-à-dire l'heure exacte à laquelle il a été généré, le début de période, la fin de période, et vous voyez donc les datas mises en forme. C'est-à-dire que j'ai par année 2019 décembre, voilà, 2020 janvier, je vois que j'ai un chiffre d'affaires hors taxe de 551,55 €, un chiffre d'affaires TTC de 661,86 €, etc. J'ai plein de données. Après, à vous de piocher dans ce retour ce que vous souhaitez mettre en forme. Là, ce qui nous intéresserait, c'est par exemple d'avoir le total sur cette période, c'est-à-dire les 6 mois. Donc là, on voit qu'en dessous des datas, si je replie, on voit qu'on a le total avec 841,02 € hors taxe et 980,53 € TTC. Donc ça, c'est notre premier endpoint pour avoir ce que l'on souhaitait tout à l'heure. Ensuite, on avait dit que l'on souhaitait avoir les impayés. Les impayés, alors c'est pareil, il suffit de changer d'URL. Donc votre application avec le même token que vous aviez va aller piocher sur un autre endpoint, c'est-à-dire API V1, compagnie, les rapports et les rapports des impayés. Donc là, ça requête. Donc c'est un peu lent parce que tout est en local là. Je partage l'écran, etc. Donc là, voilà, vous avez le nom du rapport, vous avez la date, la devise. Toutes ces données sont, bon, alors c'est assez technique, mais toutes ces données sont expliquées sur la doc. Hein. On l'a pas vu, je pourrais vous la montrer tout à l'heure. S'il nous reste un peu de temps. Donc là, c'est découpé comme sur Evolis. On voit par période.
c'est-à-dire les impayés de plus de 31 jours, les impayés entre 16 et 30 jours, et les impayés les 15 derniers jours. Donc là, on voit que j'ai des impayés seulement à plus de 31 jours. Et si je vais dans la rubrique totale, je vois que j'ai 115 impayés pour un total de 23 474,20 €. Donc c'est ce qui remonterait dans mon nombre d'impayés, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et la dernière chose, c'est que l'on souhaite avoir notre solde bancaire. Donc là, on va aller sur le endpoint des banques. Pour ça, je vais le lancer vu que c'est pas super rapide en local. Donc là, j'appelle l'API V1, ma société et la liste des banques. La liste des banques me renvoie le nom de toutes mes banques. Bon, alors, je les ai appelées comme c'est du test, c'est un peu des noms de testeurs. Mais on peut y traiter plusieurs informations, c'est-à-dire qu'on récupère le nom, la balance pour chaque banque, le nom et la balance pour chaque banque. Là, on voit que j'ai la date de la balance qui est au 10 avril 2019, où là j'avais mis beaucoup d'argent là-dessus, de 161 959 €. Là, j'ai un autre compte en banque avec 0, etc. Mais en fait, ce qui peut m'intéresser, là pour mon cas précis, ce que nous avons montré, c'est dans les métadatas, c'est justement la balance totale, c'est-à-dire qu'on a la somme de tous les comptes que vous avez chez Evolise, qui sont agrégés chez Evolise. Donc là, on voit qu'il y a 265 525,35 € et que, bon, c'est des données de test, il n'y a pas en automatique. Donc la date de la balance était du 10 avril 2019, de la dernière mise à jour. Voilà, donc ça, ces données-là, vous pouvez les récupérer et les mettre en forme dans votre application. J'en profite pour vous montrer que dans les méta, on voit la page courante, parce que parfois, si vous avez énormément de banques ou sur les autres liens, par exemple, sur celui des factures, vous pourriez avoir justement le chemin pour la page suivante. Alors, vous voyez ça dans les links, s'il y en a plusieurs, pour la page précédente, etc. Vous avez le nombre d'éléments par page, le nombre d'éléments total. Donc là, je sais que par page, j'aurai 15, je peux avoir jusqu'à 15 banques. Et à l'heure actuelle, j'en ai de toute façon que 3. Donc vous voyez que j'en ai total 3 banques. Même si ces données-là, on ne les traite pas pour notre rapport. Voilà un petit peu pour notre premier cas de rapport. Je reviens sur les slides. Hop. Voilà. On peut passer au cas numéro 2. Ok. Alors, le cas numéro 2, c'est la comptabilité. Donc, nous, on expose aujourd'hui tous les journaux, donc tous les journaux qu'on a dans Evolise, banque, achat, vente, OD et autres. On expose aussi le FEC et tout ça avec les pièces associées. Donc, dans le cas numéro 2, on pourrait imaginer, par exemple, que votre éditeur de logiciel de comptabilité préféré pourrait développer un petit bouton. C'est souvent ça qu'on nous demande de développer, des petits boutons qui font plein de choses. Donc, un petit bouton qui viendrait synchroniser automatiquement les écritures comptables dans Evolise. Et on pourrait même aller plus loin. Alors, on le verra pas là aujourd'hui parce que c'est un cas un peu plus complexe. Mais pour la partie achat et banque, l'éditeur pourrait même venir taguer comme comptabiliser les écritures que lui a intégrées dans son compte Evolise, enfin dans votre compte, dans votre outil de comptabilité. Alors ça a l'air complètement utopique. Sachez qu'on est en train de le faire aujourd'hui avec l'éditeur MyUnisoft. C'est d'ailleurs en ce sens-là qu'on a développé aussi une bonne partie des API. Et c'est un projet qui va voir le jour très rapidement. Mais on va le voir avec Julien, comment récupérer justement. Là, on va prendre le cas du journal de vente qui parlera à tout le monde. Ce qu'il faut savoir avant de te rendre la main, Julien, juste une dernière chose, c'est que ce qu'on va exposer en retour d'API, donc les données, comme on l'a vu, formatées au format JSON, chaque colonne correspondra au paramétrage que vous avez dans votre compte Evolise. C'est-à-dire que quand vous choisissez le choix des colonnes de votre export comptable, vous aurez la même chose côté API. Encore une fois, on a essayé d'être le plus ISO possible pour éviter de se poser des questions de comment va fonctionner l'API. Il
dans tous les cas, dans la majorité des cas en tout cas, on s'est collé vraiment à ce qu'on fait dans Evolise. Donc par défaut, c'est le format FEC qui est exporté par Evolise, sauf si vous l'avez modifié. Et je te laisse la parole, Julien. Ok, donc je reprends la main, donc vous revoyez mon outil. Là, ce qu'on souhaite, c'est exporter les journaux de vente. Donc comme l'a dit Olivier, par défaut, les journaux de vente sont au format FEC. Et là, nous souhaitons en plus avoir le lien vers les fichiers. Donc ça se passe pour la configuration, ça se passe dans Evolise, votre outil classique. Vous vous connectez à la main et vous le configurez comme vous le souhaitez dans la partie, on va pas le voir pour des raisons de temps, mais vous le configurez à travers l'interface Evolise, à travers Evolise en lui-même. Donc, moi ensuite, je vais dans mon endpoint de l'API pour le journal de banque. Donc V1 compagnie, journal sales. J'envoie ma requête. J'aurais dû le faire avant. Là, ça va me récupérer tous les journaux. Alors, je peux mettre, là, j'ai pas mis de paramètres, à part, bien entendu, l'autorisation, le bearer, le jeton qu'on nous a donné tout à l'heure pour se connecter, pour les 20 minutes suivantes. Donc voilà, ça y est, j'ai récupéré les journaux. Alors là, c'est vraiment de la comptabilité, les journaux comptables qui sont exportés. Vous voyez, il y a beaucoup de données, le code du journal, le label, la date d'acompte, plein de données, le débit, le crédit, etc., etc. Et vous voyez aussi les fichiers qui sont liés aux lignes de comptable. C'est-à-dire, là par exemple, on voit que le nom du fichier et son lien. Donc en gros, si vous voulez, l'outil de synchronisation ira taper sur ce endpoint avec les paramètres qu'il souhaite, que ce soit une période ou autre, avec vous pouvez les écritures verrouillées ou pas verrouillées, etc. Vous avez vraiment le choix, c'est flexible. Et ensuite, vous allez prendre un des fichiers. Enfin, là, je vais pour la démo, mais ensuite, on peut s'imaginer que vous rapatriez tous les fichiers. Donc, pour chaque, il y aura une boucle dans votre logiciel, votre application, qui récupérera le journal. Et pour chacun des résultats, s'il y a file name et file, il pourra aller chercher le fichier. Donc là, on imagine qu'on va ouvrir notre endpoint. Donc, on y va sur là, en l'occurrence, j'avais demandé file crédit. Je le lance là, vu que c'est pas toujours le plus rapide. Donc là, on imagine que vous allez récupérer un fichier d'avoir numéro avec l'ID qu'on a donné, 133 956. Et voilà, il est représenté sous cette forme. J'ai le nom du fichier, j'ai sa taille, et j'ai le fichier encodé en base 64. Bon, alors là, c'est pas forcément très parlant. Regardez, c'est du fichier encodé. Donc là, je vais le copier et je vais vous montrer qu'on a bien le fichier. Ça sera à votre logiciel de le faire. Donc là, je copie. Je passe sous un outil en ligne que vous pouvez trouver. Je vais vous le partager. Hop. Voilà. Donc voilà, là-dessus, c'est quelque chose qui convertit le base 64 en fichier. Allez, je clique dessus. Et il apparaît. Voilà. J'ai récupéré mon avoir, fait à le car Cindy, j'ai vendu une figurine hybride, etc. Je vois le net à payer, etc., etc. J'ai tout ce qu'il me faut. Donc, on voit qu'on peut récupérer les fichiers à partir de notre API. Il suffit de les décoder, ça c'est des choses très simples. Ce qui a l'intérêt aussi de passer par du endpoint, c'est que vous pouvez l'utiliser avec le langage que vous voulez. Nous travaillons avec du PHP, mais derrière vous pouvez consulter l'API avec un logiciel en Python, en Java, tout ce que vous voulez. Je reviens donc sur je reviens sur le cas qui vous intéresse. Bon, on est dessus. Hop. Alors, on voit toujours ton onglet base 64 là. Voilà. Donc voilà pour la partie comptabilité, voilà ce que vous pouvez faire. Donc après c'est comme vous le souhaitez. Et on passe au nouveau cas. Oui. Alors maintenant, le troisième cas qu'on a voulu vous présenter, c'est le cas d'un outil CRM qui serait externe à Evolise. Donc on a déjà eu des cas aujourd'hui d'utilisation ou d'intégration.
Alors, je crois qu'il y en a 3 à ma connaissance. Donc, les cas qu'on a eus, c'est par exemple un logiciel d'événementiel. Donc, un logiciel, pardon, pas d'événementiel, mais vous voulez créer un événement dans une ville, par exemple. Alors, attention quand même à respecter les règles du déconfinement. Mais disons la ville de la Garde où on se situe. Donc là, l'idée, ça serait de dire, je veux notifier tous mes clients qui sont situés dans la ville ou dans la zone géographique que je veux cibler. Et je voudrais les inviter, donc récupérer leur email. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, je cible tous les clients situés à la Garde et je veux récupérer tous les contacts clients. Bon, bien sûr, qui ont donné leur consentement, puisqu'on a cette notion de consentement, de notification d'email dans Evolis sur les contacts clients, prospects et fournisseurs. Donc voilà, l'idée c'est de récupérer tous ces emails et ensuite de les intégrer dans votre outil d'emailing préféré et tout ça via votre CRM externe qui pourrait requêter ce genre de données. Je te laisse la parole, Julien. Alors voilà, là on a fait une petite représentation visuelle de ce qu'on pourrait avoir. Un rendu qui serait possible, vous pourriez avoir en imaginant un champ pour récupérer les adresses email d'un secteur. Vous rentreriez le code postal. Bon là en l'occurrence on a choisi la Garde à côté de nos bureaux. On cliquerait sur valider et hop, ça nous récupérerait les 84 adresses extraites. C'est fictif, mais voilà, c'est ce qui pourrait permettre de vous faire de l'emailing. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans le logiciel ? Je repasse sur Postman. Je vais chercher d'abord sur le endpoint client la liste des clients et je spécifie le critère de recherche 8330. Je peux spécifier plein de choses. Donc là, je spécifie 8330. Je lance la recherche. Et ça va me retourner une liste de clients. Sur cette liste de clients, je n'ai pas les adresses email. Pour cela, j'ai des clients ID et je vais chercher ensuite, voilà, comme vous voyez, client ID. Tout cela, c'est des clients qui sont à la Garde, 8330. Donc j'en prends un au hasard. Et votre application devra faire le tour justement pour chaque client ID, aller requêter sur compagnie ID. Sur contact client, donc je change d'endpoint, je vais requêter les contacts clients de ce client ID, donc j'ai restreint mon champ de recherche, sinon je les ai tous, et j'ai précisé avec le consentement autorisé. Vous pouvez, voilà, là vous voyez, bon, pour mon premier client, j'ai Monsieur Romé Alexandre avec son adresse email, donc c'est ça qui vous intéresserait. Je sais qu'il a donné son consentement pour être contacté par email. Et qu'il est dans le 83-130 à la Garde. Si j'avais enlevé consentement, j'en aurais peut-être plus parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui n'ont pas donné leur consentement. Voilà, vous pouvez régler ça finement. Hein. En l'occurrence, là, pour notre système, c'est vraiment que le consentement autorisé. Voilà, bon, la requête est lancée. Je sais qu'il y en a 2 au lieu d'un. Voilà, vous pouvez vraiment, c'est vraiment flexible. Je repasse la main à Olivier pour le dernier exemple. Hop. Alors, le dernier exemple, en fait, on n'en a pas. C'est qu'on s'est dit que il restait à vous de l'imaginer. Alors, je me suis tenté sur une citation de Jean-Jacques Rousseau qui dit que le monde de la réalité a ses limites, mais le monde de l'imagination est sans frontières. Donc là, on vous laissera toute la latitude d'inventer plein d'usages. Je ne sais pas si on a du temps pour des questions, Anaïs, qui gère le temps. On a 1 minute pour terminer. Moi, je voulais déjà vous partager le chat. Il y a Anthony qui a justement commencé à imaginer des choses avec l'API. Donc, lui, il a imaginé une interface entre Evolis et Pradexo, qui est apparemment un logiciel de gestion d'intervention pour partager la base client et la base article et du coup éviter une double mise à jour manuelle. Et il envisage aussi d'exporter les données d'Evolis dans Power BI pour comparer le temps facturé via Evolis et le temps passé sur Pradexo qui passe sur ses interventions. Donc, il y a plein de choses qui sont D'accord. imaginées. C'est un beau cas d'usage, effectivement. Oui, complètement. Et du coup, alors j'ai eu une question de Maxime qui est un petit peu sur la partie roadmap d'évolution, mais qui demande, on peut peut-être faire un peu de teasing, si notre API, on envisage qu'elle
vers une API en poste. Alors, on t'a pas bien entendu, un peu coupé. Est-ce que savoir si notre API on proposera du post, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Alors, c'est prévu. J'en parle ce soir justement dans notre roadmap à 24 mois. Je parlerai de notre stratégie par rapport à ça, mais c'est prévu. Clairement, pas cette année, parce qu'on n'aura pas le temps. L'idée, c'était déjà de lancer la partie get et de voir un peu la réaction par rapport à nos clients, tout ça. Et dans un second temps, de passer sur la partie post. Et dans la même logique, on intégrera toute la notion de post comme on intègre la notion d'import chez nous. On se basera d'ailleurs certainement sur une moteur d'import pour tous les contrôles qu'on a, notamment avec la NF203 et autres, pour la partie vente. Ok. Bon, je crois qu'on a un petit peu dépassé. Merci à tous en tout cas. Merci Julien pour Merci pour à votre vous. temps, nous avoir écoutés. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, on a une adresse mail dédiée pour la partie API qui s'appelle support+api@evolis.com. Sinon, vous écrivez directement support@evolis.com. Voilà, vous la voyez. Vous la voyez sur la page. J'en profite aussi pour dire un petit mot à Jean-François qui nous a posé une question sur la connexion avec PrestaShop. Je vous invite à appeler le support client pour répondre à vos questions parce que ce n'est pas du coup un sujet qu'on traitera là dans ce thème.